Bonsoir à Véronique Cohn et à Anne-Marie Christina. Alors, je vais d'abord vous présenter. Donc, Véronique Cohn, vous êtes psychologue clinicienne et psychothérapeute et autrice. Et Anne-Marie Christina, psychanalyste. Et vous allez aujourd'hui débattre ou enfin discuter sur la liberté d'être soi. Donc, voilà, je vais vous laisser la parole à toutes les deux pour un échange pendant un moment. Et si les personnes présentes ont des questions, vous serez, je l'espère, à l'écoute et prête à répondre aux questions qui vous seront posées. Voilà, je vous laisse la parole. Bon, je peux commencer, Véronique? Oh bah vas-y, avec plaisir. Je vais lire, tu sais, j'aime bien. Je vais lire un petit truc. Alors, la liberté d'être soi, la liberté de s'exprimer, de ressentir, de penser, d'apprivoiser le monde en totale communion avec soi-même et ce qui nous entoure. La liberté des positions de soi renvoie aux libertés fondamentales, s'attachant à la sauvegarde de la personne, le droit de disposer de son corps, ouvre le droit à l'intégrité physique. Oser être pleinement soi-même, libre des attentes des autres, de nos peurs, libre des convenances, comprendre sa névrose pour ne plus la laisser prendre le pouvoir, en l'acceptant sans la renier, car nos blessures, nos traumatismes feront toujours partie de nous. Et nous rejouerons sans cesse notre vie d'enfant passé auprès de nos parents. Notre rôle de femme ou d'homme devra se satisfaire au regard de notre propre blessure et de nos imperfections. Quand nous comprenons ce qui se joue sans cesse en nous, ce qui s'est passé durant notre enfance, nos blessures, nos traumatismes, notre rapport à nos parents, nous comprenons qu'il n'y a pas d'accord parfait. Nous sommes tous des musiciens chanteurs où la voix parfois déraille un peu. Et la plus grande des libertés est d'en avoir conscience et surtout jamais honte, car ce n'est pas grave. Nous resterons toujours humains avec parfois des émotions qui nous submergent et c'est très bien qu'il en soit ainsi, car nous ne sommes pas des robots. S'accepter soi pour accepter un autre comme étant un autre. Trouver le chemin de soi à soi, celui qui nous autorise à découvrir dans le reflet miroir d'un autre quelque chose qui nous permet de grandir. Ne pas chercher dans le regard de l'autre l'autorisation, mais plutôt l'interrogation, le doute constructif du grandir ensemble pour se découvrir et découvrir le monde. Quand nous laissons quand nous laissons tomber nos barrières névrotiques, un champ des possibles jusque-là inconnu s'ouvre à nous, qui nous remplit d'enthousiasme, qui nous donne l'élan d'agir, d'y croire, d'aimer. La liberté d'être soi, c'est savoir s'éloigner de ce qui nous heurte, renoncer à avoir raison, ce qui n'est pas une fuite, mais plutôt une bienveillance que l'on s'accorde et qui ne change rien à notre avis personnel. Nous n'avons plus besoin, en renonçant, de prouver quoi que ce soit, car le fait d'avoir compris qu'il n'y avait rien à comprendre nous suffit. La véritable liberté n'existe pas, car l'humain n'est pas fait pour vivre seul, mais le fait d'être soi dans le présent ne nous fatigue plus, car nous ne luttons plus contre des projections impossibles. Nous sommes là, ici et maintenant. La liberté d'être soi, c'est être en vie avec la possibilité de se réinventer pour réinventer le monde. Quand le soi à soi fait lien dans cette unicité au monde, il ouvre la voie à un soi ouvert, donc sans limite dans l'universel. Bien que malgré tout, faisant socle, il ouvre à la liberté d'être soi. La liberté n'a de sens que celui que nous voulons bien lui donner, car sa véritable valeur réside dans notre plus profonde intimité, là où se cache le plus beau des regards, le nôtre. Vas-y, commence, lance. Où tu veux, on y va. Joliment dit. Il y a beaucoup de choses dans ce texte que c'est qui l'a écrit d'ailleurs. C'est moi, c'est toujours moi, j'écris toujours mes textes. Donc il y a plein de belles idées là-dedans. Pour moi, cette idée de se sentir vivant et vivante à l'endroit où on ose être, de laisser tomber les masques, hein. Tu vois? Comment, je me connecte avec ma simplicité, avec ce dépouillement de l'ego pour moi. Il y a quelque chose de très, entre guillemets «spirituel» dans l'idée d'être libre d'être soi face aux autres, face à l'autre. Heu, Parce qu'effectivement, tu peux être toi toute seule dans ton coin, mais il ne va pas se passer grand-chose. Mais c'est dans lâcher l'image que je veux tenir. C'est comme ça que je me sens moi-même, moi, en général. Et donc il y a quelque chose avec l'ego qui ne tient plus, qui ne désire plus tenir quelque chose, tenir une belle image, quand j'ose être moi-même face aux autres. Et c'est très lié à quelque chose de spirituel dans le sens du dépouillement de l'ego, hein. Pour moi, c'est comme ça que je le vis, c'est laisser tomber le masque. Mais avant de laisser tomber le masque, avant de dépouiller l'ego, il faut le construire. On peut pas être, voilà, faut le, enfin, faut le on a tous un ego blessé et avant de le dépouiller, cet ego blessé doit trouver un accord. Alors, il n'y a pas d'accord parfait, surtout pas, et ça n'existe pas, autrement on serait dans la démesure. Il doit trouver un certain accord. Alors là, c'est marrant parce qu'on va être un peu en désaccord toutes les 2 pour une fois. Génial, la première. Pour la première fois,
Toi, tu dis, il faut d'abord, pour se dépouiller de l'ego, ou du moins d'abord le construire. Moi, je dirais que c'est pas tellement ça, c'est plutôt mieux se cerner. C'est-à-dire, plus tu te connais, il n'y a pas forcément besoin de déconstruire l'ego, c'est plutôt de voir où sont tes masques, à quel endroit tu tiens une image. Parce que très souvent, on ne sait même pas qu'on tient une image, qu'on cherche à avoir une bonne réputation, à être une bonne personne, à avoir des bons comportements pour être aimé, etc. Donc, c'est en te connaissant, en voyant tes conditionnements, tes croyances limitantes, en fait, sur toi-même, sur le monde, que tu peux ensuite euh, décider de lâcher un peu cette image. Ce n'est pas dangereux de lâcher l'image au lieu de la tenir tout le temps. Mais tu vois, ça, c'est pas parce que tu as réalisé ton moi, c'est pas parce que tu as accompli des choses, c'est simplement parce que tu te connais mieux. Je suis Enfin, pour moi, d'accord. En fait, on n'est pas opposés, je suis d'accord avec toi. Construire l'ego, moi, ça ne veut pas dire non plus, ça veut dire accepter aussi tous ces masques, en fait. Les accepter, savoir à quelle place ils sont, savoir si on s'en sert, pourquoi on s'en sert, savoir les lâcher, savoir trouver son authenticité, parce on sait très bien qu'on met plein de masques. Le masque pour plaire à un autre, le masque pour pas déplaire, le masque pour être ceci, le masque pour être cela. Mais c'est quoi ces masques, en fin de compte? Ils nous autorisent à pas voir l'inconscient, à pas voir nos émotions, parce que ces émotions, si on les voit, en fin de compte, elles vont nous remplir, mais elles vont nous faire souffrir aussi. Donc, pour éviter de souffrir, on va se présenter d'une façon qui va nous protéger. Parce que qu'est-ce qu'on va recevoir autrement de l'autre? Mais je suis d'accord, en fait, on n'est pas désaccord. avec toi, Même on est toujours d'accord. Mais oui, mais moi, je rajoute vraiment l'idée de plus tu es consciente que tu cherches à être aimé, en fait, à plaire. Tu vois, tout le temps. moi, je tiens une image pour plaire, pour séduire, pour plaire, pour tenir une réputation. C'est ça que j'appelle le masque ou l'ego, si tu veux. Et donc, ça, à un moment donné, plus tu te rends compte que tu n'en as pas besoin, que ce n'est pas une nécessité, que c'est pas, tu n'es pas. Et si tu ne plais pas? Et si tu arrêtes de plaire? Et si tu prends le risque de déplaire, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a une liberté qui apparaît. Tu vois, une Oui, mais liberté. on risque de plaire. On n'est pas arrivé en slip devant la caméra. On prend tous un rythme, un minimum, enfin, de se plaire à soi. Moi, je dirais plutôt de se plaire à soi. Parce que dans ces cas-là, on se plaît à soi quand on arrive. Je suis d'accord avec toi. On ne fait pas pour plaire à un autre. Ouais, moi, je suis plutôt comme ça. C'est pas Ouais. pour plaire au monde entier, parce que là, ici, les masques, souvent qu'on se met, c'est pour se protéger, mais c'est des décisions effectivement scénariques de l'enfant qui disent, il va falloir que je prouve à papa, maman, puis après au monde entier, que je suis quelqu'un d'aimable, et donc je vais commencer à tenir une image comme ça. Parce qu'on m'apprend à tenir une image, à avoir une bonne note, à me tenir correctement, à avoir des bonnes conduites pour être aimé, etc., pour être aimable. Mais on se rend compte justement de ces... Tu as disparu, Anne-Marie? Non, je te vois Non, non, plus. non, non, c'est bon. Plus Je justement tu es en conscience de toutes ces postures, toutes ces masques que tu te dois te tenir, et plus à un moment donné, tu peux décider de les lâcher ou pas. Tu peux les Alors, tenir. Ça te c'est fait difficile. plaisir. Parfois, C'est difficile. J'ai un micro que j'ai eu à couper. Voilà. C'est difficile de tous ces masques, en fait, parce que on aime. Enfin, toutes ces masques, on y est habitué depuis tout petit. On nous a balancé dedans, en fait. Donc, quand tu apprends à te dire, ben voilà, je sais ce que je suis. Alors, on a tous, c'est toujours qu'un cas, parce qu'on a tous des blessures qui ne partiront jamais. Il ne faut pas les louper. Mais je veux dire, quand on sait où elles sont, quand on sait qu'elles se réactivent, quand on sait ce qu'elles font. Comme on disait la dernière fois, on peut très bien se mettre devant la glace et puis se dire: «Oh, je me barre aujourd'hui, je suis trop moche». Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Ça fait 2 fois que je le coupe. Voilà, je viens de recouper. Quand je me mets devant la glace, je me barre ou alors, là, aujourd'hui, je vais rester 2 minutes parce que je suis pas trop moche. Donc on arrive à jouer ce jeu entre nous. C'est un jeu, comme on a dit la dernière fois, GEU ou X ou des jeux, GEX ou jeux JE vis-à-vis de nous. Alors, est-ce qu'on est tout le temps authentique? ah non, on ne peut pas. Mais tout le temps, ça serait de nouveau dogmatique. Voilà. Tu serais dans l'injonction de la société aujourd'hui qui nous dit en Occident, on nous dit soyez authentique, soyez. Alors, ils nous bassinent avec ça parce que nous, on est en train de dire c'est quand même plus intéressant d'être dans la simplicité, d'être libre d'être soi. Pour autant, c'est pas la peine d'en faire une affaire dogmatique et tyrannique, et il faudrait tout le temps être authentique et la vérité tout le temps, ne jamais mentir. Parce que on n'est pas parfait. Donc, il y aura des moments, de toute façon, on ne sera même pas conscient qu'on n'est pas authentique. Et on va tomber dans le panneau, même s'il y a une intention. Moi, je dis, c'est comme l'amour inconditionnel, c'est l'intention d'aller vers l'authenticité, parce que il y a une joie d'être libre, d'être soi. C'est surtout nous qui sommes joyeux d'être nous-mêmes, en fait.
Mhm. quand on laisse tomber les images, voilà, les représentations pour plaire. Mais indépendamment de ça, il n'y a pas besoin d'en faire une nécessité, de hisser un drapeau, d'être authentique toute l'année, tout le temps, H24. D'abord, c'est une posture haute, donc ça devient un idéal et c'est une tyrannie d'une valeur absolue. Là, soyez authentique. Non, faut arrêter avec ça. Les idéaux ne sont pas faits pour être tenus, ils sont faits pour aller vers dans une intention. Mais si vous n'arrivez pas à être authentique toutes les 5 minutes, c'est normal, c'est humain et c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Comment tu vois, toi, donc la liberté d'être soi? Déjà, la liberté. Alors, la liberté, c'est Pascal qui m'a dit une belle phrase tout à l'heure, le secrétaire de la PM. Être ou ne pas être, en fait, pour ne pas entrer dans l'identification et devenir soi. C'est-à-dire, ça c'est très philosophique, mais c'est une phrase, Pascal, qui m'a parlé, j'ai noté, je te l'ai piqué. Oui, oui, alors c'est un peu complexe pour expliquer en 2 mots ce qu'est l'identification, mais c'est l'endroit où il y a une croyance, où on est persuadé qu'il faut, par exemple, bien se tenir, être correct, avoir je sais pas, ou une belle apparence, je sais pas quoi, pour pouvoir être aimable et pour pouvoir être accepté, d'accord? Donc, c'est une posture où on va s'identifier à cette croyance. L'identification, c'est je suis attachée à cette croyance et je suis sûre que ceci est vrai et que si je romps ces règles du jeu de quelqu'un d'aimable, alors à ce moment-là, je vais être spoliée, je vais être exclue et c'est dangereux pour moi. Et donc, ça, c'est des processus d'identification. Je m'accroche à une idée et j'en suis convaincue et je vais la vérifier sans cesse. Et ça, c'est malsain parce qu'on ne voit pas qu'on est identifié ou attaché à une posture ou à une idée. Ici, Et quand, tenir une image. et quand tu la lâches, cette posture, justement, c'est là que tu deviens Tu la soi. lâches quand tu la vois, quand tu l'observes, quand on est conscient, sinon tu ne peux pas la lâcher. Oui. Et quand tu la lâches, bah, ça crée de la simplicité, en fait. Oser, si je suis moi maintenant et que d'ailleurs j'ai rien préparé, je suis dans l'impro le plus souvent, je parle dans l'impro, hein. Je prépare très peu mes conférences, et cetera, parce que je me laisse traverser, heu, par ce qui m'inspire, enfin, parce que je me fais confiance et que quelque part, il y a des fois des choses qui me traversent que je ne sais même pas, je débute une phrase, je ne sais même pas où elle va des fois. Mais parce qu'il y a quelque chose aussi ce que vous connaissez tous, le flux ou le flow, tu vois, d'être dans le flux. C'est-à-dire à un moment donné, il y a la vie qui te traverse. Bon, tu as suffisamment en général, vous amassez des sommes de connaissances, vous n'avez pas besoin de tout maîtriser. Et à un moment donné, la vie te traverse et spontanément, il y a quelque chose qui jaillit, qu'on appelle le flux, ce qui est là aussi la créativité, l'intuition. Et donc, il n'y a pas besoin de tout maîtriser pour que le flux apparaisse. Sinon, vous ne pouvez jamais laisser le flux arriver. C'est le flux, c'est la vie qui traverse et c'est ce qu'on appelle ces moments un peu d'insight. Là, hop, il y a quelque chose qui te surprend, qui jaillit de toi et que tu ne sais pas d'où ça vient. C'est des inspirations. Regardez les musiciens, dans les artistes, il y en a beaucoup qui travaillent avec cette notion du flux, hein. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Tu ne vois pas le lien entre la liberté d'être soi, ce dépouillement de l'ego qui est aller vers la simplicité, d'être proche de soi et de se laisser traverser sans chercher à tout maîtriser. Parce que l'inverse d'être soi, c'est de toujours chercher à plaire, à tenir une image, à vouloir maîtriser, à anticiper, à être sérieux, à avoir des objectifs, à tout savoir, à tout vouloir, à tout prétendre. C'est des postures. L'inverse d'être soi, c'est très prétentieux en fait. C'est très Et moi, je suis comme toi. Je partage tout à fait ça. Moi, je me laisse porter des fois par je ne sais pas où ça va, mais j'y vais. Alors, en psychanalyse, on dirait pulsion de. Il y en a même qui diraient, je veux dire, pulsion, on dirait que très haut. Il y en a qui diraient même bipolarité. Là, tu es monté très haut. Moi, je me dis non. De toute façon, c'est ce que m'ont dit 2 psychiatres dernièrement. Il fait écoute, tu rentres dans le cabinet, tu rentres en rigolant, tu sors en pleurant, tu es bipolaire. Vous êtes tous bipolaires maintenant. C'est bon, ne nous emmerdez pas. Voilà, il faut aussi, entre tous ces normes où l'on met des pathologies, où on met tout ça et des pulsions où des fois tu vas te sentir très bas, puis comme tu dis, tu vas te laisser porter par le flux, ben, tu es pas très bien, tu es bas, ben, voilà, tu te laisses porter. Alors c'est vraiment, tu laisses porter ton émotivité, tu laisses porter ta sensibilité. Bon, des fois, ça t'emmène peut-être où il faut pas, mais moi, je fais partie de ce genre de personnes qui se laissent assez porter. Ben, des fois, tu te tapes la tête contre un mur parce que mais se laisser porter, c'est tellement beau. Oui, et là, je vais peut-être compléter sur, là, tu parles de la vulnérabilité, hein. Oser être soi, c'est aussi se montrer face aux autres,
dans la vulnérabilité, pas que dans celle qui sait, qui des connaissances, qui maîtrise, qui est pro, qui est ceci, cela. Il y a aussi cette joie de la spontanéité de l'enfant qui va aussi aller avec la vulnérabilité. C'est je me montre tel que je suis maintenant. Alors maintenant, soit je suis en forme, donc tout va bien, mais si je suis je traverse quelque chose de fragile, est-ce que j'ose prendre le risque de le montrer ou pas? Et pour moi, il y a quelque chose de magnifique à pouvoir être libre de se montrer à nu dans cette condition tragique de l'existence. Parce que l'existence, c'est pas toujours simple, facile, on n'a pas toujours la banane. Alors dans les réseaux sociaux, ils sont toujours là comme ça, ah nanana, ils ont l'air toujours, tout le monde va bien. Et en réalité, on est tous en contact avec ce tragique de l'existence. Il y a des hauts, des bas, des moments où on va bien, des moments où on est par terre. Est-ce que c'est OK de montrer les 2 facettes? Pas toujours être en haut. Oui. Ça n'a aucun intérêt d'être toujours Ah, en mais haut. moi, On n'est que des robots, mais ça il veut y en a beaucoup. voilà. Mais Véronique, il y en a beaucoup qui font semblant. Il y en a beaucoup qui veulent montrer que le haut, et dès qu'éventuellement tu vas montrer le bas, bah, c'est ce que je te dis, tu rentres dans des cases, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci, attention. Se montrer naturel dans la société actuelle, alors je ne sais pas avant, je n'étais pas là avant, c'est difficile, c'est pas toujours bien accepté. C'est souvent mal accepté, il y a un risque à prendre de déplaire. Ah Voilà. oui. Il y a le risque à prendre de ne pas plaire à tout le monde et je rappelle quand même que ne pas plaire à tout le monde, dans les temps anciens, dans les tribus anciennes et c'est encore vrai aujourd'hui dans certaines zones sur Terre où ils sont encore minoritaires, où ils prennent le risque d'être exclus s'ils ne plaisent pas. S'ils se différencient du groupe, alors tu peux être exclu du groupe et mourir hors du groupe. Donc il y a le côté conformiste, là c'est encore un autre sujet, mais c'est en lien, se conformer au groupe, adopter les règles du jeu, etc., ça peut être valable, mais en même temps, parce que je ne prends pas le risque de m'exclure, mais en même temps, je ne marque pas ma différence. Tu vois, je me conforme, je suis dans le moule. Je suis comme un mouton qui pense comme tout le monde et qui montre que ce qui doit être montré, ce qui doit être positif, ce qui doit être montré. Et il y a des moments où c'est extrêmement, ça vous dessert, c'est un piège, ça peut être un piège de chercher à plaire pour pas être exclure, mais parce que ça va empêcher la singularité. Alors pour que cette singularité réside dans le groupe, parce que comme tu dis, un groupe, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs vulnérabilités, il y a plusieurs névroses, il y a plusieurs choses. Quand ces choses rentrent en relation les unes avec les autres, je vais te donner mon avis, quand il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas toujours compréhension, puis on n'est pas tous faits pareil, et je pense qu'il faut qu'à un moment, il y en ait un au moins qui ait conscience et qui propose que là, il se passe quelque chose, qu'il y a un mouvement entre peut-être plusieurs vulnérabilités et que ce serait peut-être bien de les entendre, celles que l'on a, qui peuvent éventuellement se heurter ou très bien fonctionner, enfin peu importe, mais c'est bien de s'écouter, c'est bien. Parce que la mise en lien des vulnérabilités, la mise en lien des différences, la mise en lien des névroses, parce qu'on est tous des névrosés, et c'est très bien qu'il en soit ainsi. Cette liberté d'être soi dans cette mise en lien de groupe. Vaste programme. Oui, ben, on va peut-être faire parler nos invités. Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, de comment être soi dans un groupe? Comment oser prendre le risque de déplaire? Parce que oser être soi, c'est prendre le risque de plaire ou de déplaire, Mmh. d'être accepté ou d'être rejeté, Mmh. voire d'être exclu si vraiment on se montre asocial ou je sais pas quoi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, les uns et les autres? Vous pouvez intervenir aussi, hein. N'hésitez pas, vous ne serez pas exclus. C'est l'occasion. Bonsoir. Alors, moi, Ah, Céline, t'es où là? ouais, ah ouais, j'adore. Bah, moi, enfin, Véronique ne me connaît pas, je suis Céline, psychanalyste. Euh, c'est l'assertivité, c'est être assertif, c'est exprimer ce qu'on est dans un groupe, c'est ça aussi, c'est oser exprimer et se donner le respect d'exprimer ce qu'on est dans un groupe. Et en fait, ça va dépendre de chacun, ça va dépendre comment chacun gère l'abandon, le rejet par rapport à son histoire personnelle aussi. Il y a des personnes peut-être qui vont avoir une histoire ou une névrose autour de l'abandon, du rejet, et pour qui ça va être beaucoup plus compliqué de ne pas être aimable, et qui vont peut-être d'autant plus porter un masque qui va faire que ils vont s'écarter du risque d'être abandonnés et d'être exclus, comme dans certaines tribus, hein, comme vous dites.
certaines tribus du monde où il faut rentrer dans le moule, sinon on est laissé seul dans la forêt, sans nourriture, sans case, sans rien. C'est assez compliqué. Ben voilà, en fait, on a tous en nous cette peur de rejet et de mourir, parce que dans la névrose d'abandon, il y a la pulsion de mort, hein, c'est compliqué. Donc, ça va dépendre du niveau de chacun à tolérer et à supporter le rejet et l'abandon, en fait. Donc, il n'y a pas de... Chacun va mettre un masque à plus ou moins large épaisseur, en fait, hein, en face de nous, en fonction de cette capacité à être rejeté, abandonné. Il y en a pour qui ça pose aucun souci de ne pas être aimable. Et on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est la fameuse expression. Et c'est ça qui donne cette grande liberté. Oui. Voilà, après, on n'en est pas tous capables en fonction de nos histoires, nos enfances, nos abandons, nos ruptures, nos deuils, enfin tout ça, quoi, hein. Et tu as tout à fait raison, Céline, de pointer le fait qu'on n'est pas du tout au même endroit. Il y en a qui ont beaucoup plus de facilité et d'aisance sociale à prendre leur place face à un groupe et à laisser tomber le masque. Et d'autres, donc on dira plutôt les extravertis, et d'autres qui sont très introvertis ou qui se disent, c'est le juge intérieur qui dit, ah, je vais dire une bêtise, il ne faut pas que je dise des bêtises, il faut que je fasse parfait, il faut que je maîtrise avant de dire un mot, etc. Donc là, il y a de l'inhibition, on n'est pas égaux, mais franchement, je dis, oser être soi, c'est la joie, c'est une joie pour soi-même, c'est pas pour les autres qu'on le fait. Donc, il y a cette affaire à travailler, pour moi, d'oser prendre le risque. Si vous avez été dressé avec des adultes qui vous ont dit ah, mais il ne faut pas dire des bêtises, attention, qui vous ont mis la pression pour plus être spontané, parce qu'il y a un problème avec la spontanéité de l'enfant ici, Ça. hein. On t'autorise plus à être spontané, hein. Si tu dois parfaire, tu dois être bien dressé avec des codes, etc. Et du coup, il y a quelque chose à travailler pour certains plus que d'autres, justement, à se sentir en sécurité, à oser laisser tomber la masque, à oser être libre d'être soi pour retrouver la joie d'être soi et la joie de la spontanéité, et donc de se laisser, comme je disais, par le flux, de se laisser traverser par le flux, et de voir qu'en fait, en tant qu'adulte, c'est pas si dangereux que ça dans certains groupes. Je dis pas, vous êtes en entreprise, il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe qui, avec n'importe comment, mais dans certains groupes, de prendre des risques, faire des petits pas et prendre des risques, d'oser être soi et de voir que c'est pas si dangereux que ça. Au contraire, ça va vous permettre de vous affirmer, comme tu l'as dit, et de prendre ta place en termes de singularité. Je suis dans la différence où je suis comme vous, mais j'ose prendre ma place avec mon style propre, et mon style est unique. Et donc, il va y avoir un goût, vous allez développer un goût de vous, un goût de votre singularité. Et c'est important ce goût, parce que c'est vraiment, j'existe dans ma singularité. Et je pense que dans la vie, ça nous est demandé de trouver ce goût de soi, de l'apprécier, y compris sous la forme de la vulnérabilité et d'accepter nos imperfections, mais de trouver ce goût. Parce que sinon, vous allez vous balader avec ce que disait Anne-Marie tout à l'heure, des névroses avec autour de la valeur. Quelle est ma valeur? J'ai pas de valeur. Quelle est ma place? J'ai pas de ma place. Où est ma place? Qui me donne ma place? Alors, vous allez chercher quelqu'un qui va vous donner votre place, mais non, en fait. Donc, il y a quelque chose à travailler, je pense, sur se donner des expériences à vivre en tant qu'adulte, pour oser dire des bêtises, pour oser pas bien faire, pour oser pas faire tout le temps correct, dans des contextes personnels ou professionnels qui sont OK avec ça, hein. Qu'en penses-tu, Anne-Marie? Il y a aussi dans le Ouais. groupe celui qui fuit le groupe. Enfin, celui qui fuit le groupe ou celui qui fuit le groupe, comme dans les enfants, celui qui va fuir le groupe parce que voilà, en ayant l'impression de ne pas trouver sa place ou en ayant l'impression de se dire bah, c'est le bon choix, et qui va fuir le groupe avec son masque en fait. Parce qu'une fuite, c'est pas forcément assumer. Comme on disait tout à l'heure, c'est pas forcément assumer son soi, c'est pas forcément choisir. On pense parfois choisir, mais c'est pas forcément nous qui choisissons la fuite non plus. Souvent, c'est la névrose. Elle te dit barre-toi parce que là, tu vas être confronté à quelque chose que tu n'as pas envie parce que c'est trop difficile pour toi. Tu vas être confronté à toi, à te montrer tel que toi ou à parler dans un groupe avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément ton avis. Que vas-tu faire? Alors, on a aussi ces fuites.
Fuir, beaucoup de gens fuient, c'est-à-dire ils vont être que ça soit dans une relation amoureuse, c'est pareil. Tu as aussi cette fuite qui est plus facile. C'est toujours plus facile de fuir qu'essayer de comprendre. Comprendre, c'est déjà se comprendre soi pour comprendre l'autre. Et c'est la chose la plus difficile, mais la plus magnifique que l'on peut s'offrir, comprendre. Comprendre dans le groupe, comprendre quand on est deux, comprendre. Moi, la fuite, c'est quelque chose qui ne me ressemble pas. Je suis dans la compréhension parce que je suis dans la compréhension pour moi, pour ma liberté. La compréhension, c'est ce qu'elle m'apporte. J'ai besoin de comprendre pour moi, pour être libre, d'avoir compris. Et alors, je vais juste compléter ce que je dis. Fuir ou attaquer, par exemple, dans des exemples de groupe, si je fuis, je m'inhibe, hein, ou je m'inhibe, ou je fuis, ou je me manipule. Des fois, je m'auto-manipule et je me mens à moi-même, ou je donne une belle image, bon, bref. Ou j'attaque, parce qu'il y a les réflexes de fuite ou d'attaque. Donc, c'est pas dans les groupes, tu as des gens qui vont attaquer, qui vont être agressifs, ou qui vont contredire pour contre-argumenter, ou tu as des personnes qui vont fuir ou jouer au béni oui-oui, ou partir, ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est des réflexes de survie. Mais toi, tu dis comprendre, moi j'aurais dit mettre de la conscience. Mettre de la conscience sur ces mécanismes, les voir, les observer sans jugement, et simplement, après, pas à l'instant T, mais à l'instant T plus un, se comprendre, c'est voir d'abord. Tu vois, moi, c'est très important pour moi, mettre de la conscience sur, tiens, comment je me comporte, comment je me connais mieux, pourquoi je fonctionne ainsi, pourquoi je m'inhibe, pourquoi je fais un introverti, ou pourquoi j'attaque, ou pourquoi j'ai besoin de la ramener tout le temps parce que j'ai des besoins de reconnaissance. Donc, j'arrête pas de prendre la parole souvent pour ne rien dire. Là, on a beaucoup des gens dans les groupes comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et cette mise en conscience, cette mise en clarté, pour moi, c'est le premier pas pour éventuellement changer ou pas, ou s'accepter comme on est, ou éventuellement décider de moins fuir ou de moins attaquer, ou de moins avoir besoin, de plus avoir besoin de reconnaissance toutes les 5 minutes, de prendre le risque d'être libre, d'être soi face aux autres, parce que c'est pas si dangereux que ça, ma foi, et ça donne le goût de la spontanéité, surtout, ça va vous faire trouver la spontanéité. Mais ça, tu vas le chercher dans l'inconscient, dans les émotions, parce que ce que tu conscientises, c'est une partie. Ce qui est vraiment là et ce qui vraiment va te parler, c'est ce que tu vas fuir en fait, parce que ça va t'apprendre des choses que tu n'as peut-être pas envie d'entendre, que tu n'as peut-être pas envie de conscientiser, parce elles peuvent être douloureuses ces choses-là. Et généralement, tu les fuis. Et en fuyant le groupe, tu fuis qui tu es, tu fuis ton soi. Alors tu t'es persuadé, souvent ils sont persuadés, non, non, mais moi je sais. Ok, d'accord, tu sais. Moi je fuis parce que je sais pas, je me libère, parce que moi je sais, j'ai pris cette décision, enfin j'ai pris cette décision. Mais en fin de compte, tu retrouves ces gens-là 6 mois, 1 an, 3 ans, 4 ans après, et tu vois qu'ils en sont toujours au même point, toujours dans des fuites, dans des situations quand ça ne leur correspond pas, et toujours mal et dans un état dépressif à un autre moment, ou toujours dans la tristesse, enfin, ils sont enfermés, c'est ce que je leur dis, ils sont enfermés là, 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 là. Enfin, ils sont enfermés comme ça, et dès que le cercle il bouge un peu, ils sont dans la merdasse. Donc moi, je ressens dans ces groupes, dans certaines personnes dans ces groupes, je ressens ce besoin d'exister, mais en même temps cette interdiction d'exister. Oui, ça peut. Après, là, tu parles de personnes qui mettent pas beaucoup de conscience sur leur réactivité ou leur répétition de Alors, schéma. j'en sais rien, je suis pas elle, je sais pas. C'est ma perception de moi parce que moi, j'essaie toujours de mettre de la conscience, je vais toujours chercher ce qu'il y a dans l'inconscient, même si c'est difficile à entendre. C'est ce que je vais chercher. Puis c'est pour ça, des fois, que je libère plein de choses et que je suis capable de dire n'importe quoi, parce que je libère les choses et puis je suis capable j'assume ce que je libère, en fait. Voilà, je l'assume et puis et c'est comme ça. Il y a des fois, on peut être très bas, il y a des fois, on peut être très beau, il y a des fois, il y a des blessures à assumer, c'est comme ça. On est humain et spontané, où est le problème? Enfin, moi, j'adore ma spontanéité, je la changerais pour rien au monde. Oui, oui, C'est bah, c'est ma liberté à moi, ouais. hem, pour être plus dans le thème de ce soir qui est, bah oui, comment arriver à être plus spontané ou à retrouver la spontanéité de la part enfant libre en nous, hein, parce que c'est cette part-là. Oui. Oser être soi, oser être libre de se montrer, de se dire face aux autres. Donc de vivre en vérité, de tendre à vivre en vérité, sans en faire un dogme non plus. Moi, ça a été un chemin, c'était un parcours, qui m'a intéressée, hem et notamment à travers ma vie amoureuse où à un moment donné, j'étais mariée dans un couple, bon, je vous raconte ma petite histoire, mais elle est intéressante quand même, enfin, je trouve. J'étais mariée dans un couple traditionnel et puis, je rencontre un homme qui est branché, spiritualité. Donc dans ses valeurs la chose qu'il m'a dit: «Écoute, si tu viens vivre avec moi, on vivra en vérité
Et moi, je pense que il y avait mon âme qui appelait à vivre en vérité, c'est-à-dire vivre en authenticité, instant après instant, par rapport à cette idée du dépouillement de l'ego. C'est-à-dire vivre en simplicité, c'est la joie d'être soi, d'être libre et de laisser le paraître, en fait, de laisser tomber ces masques ou de vouloir être aimé à tout prix ou de se faire accepter. Enfin, c'est parce que c'est compliqué de vouloir toujours se faire aimer, des stratégies pour plaire, plaire, plaire. C'est chiant, en fait. Donc, cet appel de mon âme je sentis vraiment l'appel à ce moment-là. Donc, je suis partie avec lui pour vivre en vérité. Et à chaque fois, pour la petite histoire, à chaque fois que je disais pas tout parce que j'avais peur, en fait, parce que souvent on dit, on n'ose pas être spontané parce qu'on se dit, oh là là, il va y avoir des conséquences. Si je dis vraiment, il va être blessé, ou il va se vexer, ou il va me reprendre, ou il y aura des conséquences fâcheuses pour plus tard, il va me manipuler. Donc souvent, on n'ose pas tout dire de soi ou dire la vérité émotionnelle de l'instant parce qu'on a peur. Et donc, à chaque fois, il me reprenait en me disant, mais là, t'es fâché, mais tu montres pas que tu es fâché, par exemple. Tu fais un grand sourire alors que tu es énervé. Et ça m'a appris à chaque fois parce qu'il n'était pas jugeant, il était dans l'accueil de, mais tu as le droit d'être fâché, par exemple. Parce que moi, l'agressivité, c'était pas mon truc, quoi. Je faisais toujours des grands sourires. Et donc, du coup, bah, petit à petit, en allant me chercher, en étant dans l'accueil du panel émotionnel qui me traversait, je me suis autorisée petit à petit, et toujours plus, parce que j'avais une intention de vivre en vérité, oui, à élargir la palette émotionnelle. Donc, j'ai le droit d'être en colère et de le dire et de le montrer en arrêtant d'avoir tout le temps peur qu'il va y avoir des conséquences fâcheuses sur les conflits. Je me suis mise à avoir le droit d'être triste, d'être vulnérable, etc. Et ça a été le début du chemin, comme ça, d'oser être soi, de vivre en vérité et sur notamment toute la palette émotionnelle qui est vivante, en fait. Parce que la plupart du temps, on va s'interdire certaines émotions, et tu le sais très bien en analyse, parce que on s'interdit, on s'en autorise d'autres de par notre dressage, notre éducation, et par rapport à la société qui nous montre des normes. Et du coup, on ne sait même pas qu'on s'interdit des émotions. Voilà, et donc on n'est pas très vivant à cet endroit. Et c'est vrai que ça peut être vraiment intéressant d'être appelé par ce chemin de l'être, hein, qui est de vivre en vérité dans une intentionnalité sans en faire un dogme. Je rappelle cette histoire de ne pas en faire une espèce de drapeau à la noix, là. Vivons en vérité tout le temps, il ne faut plus mentir, il ne faut plus avoir de jardin secret. Après, j'en suis revenue, parce que quand je vais dans un sens, j'ai vu l'excès de soyez authentique tout le temps. J'ai vu que c'était débile, parce que c'est un idéal, et comme tous les idéaux, c'est débile. Donc, enfin, c'est souffrant. C'est pas une posture réaliste. Alors, c'est pas humain. Donc, du coup, cette intention, elle est intéressante. Je vous invite vraiment à vous connecter à cette intention de vivre en vérité, de la joie d'être soi, d'être libre d'être soi face aux autres, de réouvrir la palette de toutes les émotions, y compris les plus douloureuses, enfin, celles qui sont les moins acceptées. Tristesse, peine, être fâché. Être fâché, c'est un gros truc, la colère. Être faible, qui n'existe pas, mais montrer la fragilité, parce que faiblesse, ça n'existe pas, la vulnérabilité, enfin, tout ce qui est souvent pointé du doigt comme étant pas OK, inadapté, voilà. Euh, de faire des erreurs, de dire, de pas tout maîtriser, de pas savoir tout. Quelque chose qui est l'ordre, et on en a, et enfin moi en tout cas je l'observe sur moi dans mon expérience, ça crée non seulement une joie d'être soi, et ce dépouillement de l'ego quand même. J'ai pas besoin de tenir, j'ai pas besoin de tenir une image toutes les 5 minutes. C'est quoi le risque, quoi? Il va rien m'arriver de spécial, hein. Ceux qui m'aimeront pas me suivront pas, et ça fera le choix. Ça va trier, ça va faire une sélection de ceux avec qui j'ai un rapprochement. Je ne suis pas obligée d'être aimée de tous, et ça ne m'intéresse pas d'être aimée de tous. Moi, sur ma chaîne, j'ai souvent des critiques et des commentaires, et je les laisse parce que je me dis, bon, ben, voilà, c'est OK, quoi. Il n'y a pas de souci avec ça. Oui, d'ailleurs, on a eu la dernière fois comme quoi enfin surtout j'avais rigolé beaucoup, mais ça m'a fait du bien, donc en fait c'est pas grave. Et moi, et puis comme quoi on ne pouvait pas rigoler de la souffrance, mais on n'a pas rigolé de la souffrance en fait. La souffrance, on l'accueille comme une souffrance. On a rigolé parce qu'à ce moment-là, ça se posait comme ça, et il y a eu des éclats de rire, mais on ne riait pas de la souffrance. Donc je vais lire, si tu veux, je vais me dire, parce qu'on va passer aussi en tant que femme. Ah, il y a quelqu'un qui veut parler? Il y a des... Si tu... Oui, oui, Vas-y, bon, Kamal. euh, Bonjour, oui, vas-y. Kamal,
Bonsoir, je suis psychanalyste. Je vous fais partager une expérience de ma vie. Et je viens du Kurdistan irakien. Il y a 35 ans, je suis arrivé en France. Quand je suis arrivé, je voulais reprendre mes études. Je fais l'école d'aide médico-psychologie. Et je voulais être authentique, comme je l'étais au Kurdistan, à peu près relativement authentique. Je voulais me comporter comme j'étais, de ne rien changer. Ça faisait juste 3 ans que j'étais en France. Et j'étais complètement rejeté par le groupe, par mes camarades, qu'on faisait la formation qui durait 12 ans. J'avais une formatrice, qu'elle était membre de Médecins sans frontières, qu'elle avait visité Kurdistan, tout ça. Euh, un jour, elle m'a fait des réflexions devant le groupe. Il m'a dit, tu sais, tu attires l'agressivité du groupe. Et mon français n'était pas trop bon à l'époque. J'ai dit, et pourquoi? Et Et il m'a répondu, il m'a dit, parce que tu te comportes comme tu étais au Kurdistan, mais ici on est en France. Et ça m'a vraiment blessé. Et je suis rentré chez moi. Je me suis dit, mais c'est quoi la différence? C'est parce qu'on est en France, on rejette les cultures de l'autre. Je ne voyais pas ça de la part des Français. Ça m'a vraiment blessé. À plusieurs reprises, j'ai failli abandonner l'étude parce que même le groupe, ils sont devenus agressifs. Je ne dis pas que c'était tout de leur faute parce que je voulais rester authentique. Mais parfois, c'est très difficile de rester authentique. Ça dépend dans quel groupe on a. Du coup, elle a mis même sur mes notes son aspect culturel, je me rappelle encore de ce mot, son aspect culturel attire l'agressivité du groupe. Et puis, il y avait les directeurs de l'Institut. Moi, j'avais la formation à Montauban. Il m'a convoqué à Toulouse, le directeur de l'Institut, où on faisait la formation. Il m'a dit, je voudrais vous voir. Il a téléphoné, je suis allé le voir. Il m'a ouvert la porte de son bureau, il m'a bien accueilli, il m'a servi un café. Il m'a dit, vous savez pourquoi je vous ai convoqué? Je lui dis, oui, je pense que c'est à cause de ce comportement. Il m'a dit, non, monsieur, vous vous trompez. Votre comportement me plaît. Soyez authentique, restez vous-même. Et il m'a réconforté dans ça. Et après, bien sûr, avec le temps, j'ai essayé de changer, de m'adapter, de m'accommoder. Je me suis dit, ça ne marchera pas comme Kurdistan. Il faut que je m'habitue à la nouvelle culture. Et croyez-moi, c'était pas facile. C'était pas facile. Des fois, c'est pas facile d'être authentique parce que ça correspond pas à la culture de l'autre. Surtout, on vient d'une autre culture. C'est le rejet. Ça commence par le rejet. Et je me suis senti exclu au début par rapport au groupe. Et des fois, j'avais même des pensées. Je me suis dit, est-ce qu'ils sont tous racistes? Mais c'est pas possible. Un groupe qui soit tous racistes. En plus, ils font une école d'aide médico-psychologique. C'est un travail social. Comment ça se fait? Voilà, c'était pour vous dire, c'est pas toujours facile d'être authentique. Tu vas prendre effectivement le risque du rejet, et notamment dans des groupes, effectivement, comme où tu es dans la différence, parce que tu as une différence ici culturelle, tu prends évidemment le risque de te faire rejeter. Alors, de deux choses l'une, soit pour toi, c'est impérieux de rester dans ce groupe de pairs, enfin, dans ce groupe-là, parce que tu as un objectif à atteindre, et tu vas prioriser le fait de t'adapter, de te suradapter même, en faisant des efforts surdimensionnés, tout ça pour la carotte. Ou Oui, parfois, tout à fait. on peut se poser la question, tu aurais pu te la poser, mais ça s'est bien terminé ton histoire, puisque quelqu'un t'a accepté comme tu étais, et que Oui, cette tout personne à qui t'a fait. validé, ça a détendu la pression, tu vois. Tu as dit, ah oui, Tout à fait. comme je suis, et ça t'a apaisé. Mais il se peut que parfois, il faut réfléchir si est-ce que ça vaut la peine de prioriser l'objectif, la carotte, ou de choisir d'aller dans d'autres groupes, ou de faire autre chose de sa vie pour rester intègre, en fait. Tu vois? Parce Oui, que, à un moment donné, posez-vous la question, si vous restez longtemps en vous éteignant, en perdant cette spontanéité de l'enfant, hein, à un moment donné, vous êtes plus vous, vous êtes éteint, quoi. Vous perdez l'énergie vitale, hein. Donc, s'adapter, 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 ça va 5 minutes, mais à quel prix, quoi? Il y a peut-être d'autres oui, groupes qui peuvent oui, fonctionner. je me suis adapté, mais je suis resté quand même 2 ans en formation avec eux. Je me suis adapté un petit peu, mais je ne me suis pas effacé non plus. Ben, voilà. Mais il n'y Voilà. a pas d'intérêt à te perdre, à déteindre dans un groupe normé,
parce que Ouais, tu perds ta singularité. Donc, tu gagnes en acceptation pour atteindre ouais. la carotte, mais jusqu'où tu vas? Ça, c'est une interrogation que vous pouvez voir. Jusqu'où vous allez pour vous fondre dans la masse et donc de perdre votre spontanéité, votre singularité et votre énergie vitale. Donc ça, c'est une question, c'est délicat, mais à un moment donné, si vous restez trop longtemps dans des groupes comme ça, vous vous faites rejeter, d'abord, c'est pas agréable, et en plus, ça vous empêche, c'est comme si tu as des œillères pour moi, et ça t'empêche de voir que peut-être la vie t'attend à d'autres Oui, endroits, avec d'autres groupes, bien d'autres sûr. personnes, dans d'autres occasions, où vous pourriez avoir votre place en étant plus vous-même. Tu vois. Parce que souvent, on voit comme ça, on se dit, oui, il n'y a que ce groupe, Oui. je veux ma carotte, c'est cet objectif que je veux atteindre. Mais du coup, c'est peut-être pas forcément vrai, quoi. C'est un peu rigidifié le truc. Oui, mais à l'époque, j'ai accepté. Mais maintenant, si ça a été maintenant, j'aurais changé, oui. Tout à fait. Mais là, je vous fais réfléchir parce que ton témoignage est intéressant pour ça. Parce qu'il montre combien tu as fait des efforts parce que tu étais déraciné. Tu disais, j'arrive dans un nouveau pays, je ne vais pas commencer à me faire rejeter. Faut que je fasse des efforts quand même, il faut que je prenne mes marques, etc. Mais avec beaucoup de... C'est coûteux, tu vois, jusqu'où Oui, jusqu'où ça m'a coûté beaucoup d'énergie. c'est ça le truc. Beaucoup, beaucoup d'énergie. Et des fois, ça vaut peut-être pas la peine d'y rester autant de temps, quoi. C'est un épuisement parce que ça manque de confiance en la vie aussi, de dire, mais je peux pas trouver ailleurs, quoi. C'est ça, c'est des freins partout. C'est comme si on va t'enfermer quelque part. Oui, tout à fait. Voilà. À réfléchir, hein. Merci. Oui, Kamal, je vais merci. rebondir un peu. Je pense que tu as. Alors, il y a plein de trucs dans ce que tu as dit, Kamal. Il y a le fait aussi de. T'as amené, t'as donné des choses et t'as pas eu de retour, en fait. Il n'a pas eu de retour dans ce qu'il a donné. Il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu d'échange. Il y a pas... C'était une fermeture. Non, C'était pas réellement un groupe. Et puis en même temps, oui, il y a aussi ça, sur lequel on travaillera peut-être, on parlera peut-être un moment, Véronique. Il y a cette blessure d'abandon et de rejet qu'on a presque pas tous, mais presque tous. Et quand elles se confrontent l'une à l'autre, des fois, ça change complètement la situation. Et quand tu as dans un groupe, quand tu as toutes ces blessures qui se confrontent l'une à l'autre, s'il n'y a pas ce recul, cet inconscient ou lequel tu vas aller chercher ta blessure pour l'identifier, ça peut aussi mettre en échec le groupe. Donc, il y a plein de... bien Et sûr, bien sûr. cette blessure, elle sera peut-être tout le temps en toi, si tu veux. D'abord, généralement, elles sont tout le temps. Alors, plus ou moins, disons qu'au bout d'un moment, on arrive à les identifier et on arrive à savoir que c'est elles qui s'activent à ce moment-là et peut-être en faire autre chose. Mais tant qu'on n'arrive pas à les pointer quand elles s'activent et tant que les autres à côté de nous ne font pas la même chose, on arrive dans des groupes qui ne fonctionnent pas. Mais il y a aussi ça qui se joue dans le groupe, tu vois. Il y a aussi nos blessures d'abandon, notre rejet, notre Ouais. désir de plaire, tu arrives là, tu veux t'investir complètement et tu arrives comme un étranger par rapport aux autres. Il y a plein de choses. Donc, il y a un jeu qui se joue. Alors, comme disait Véronique, ton intégrité, évidemment, mais pas que. Moi, je dirais pas que sur l'intégrité. En fait, l'intégrité, c'est une chose. Mais avant d'aller dans l'intégrité, il faut peut-être se connaître soi, connaître ses blessures, savoir son inconscient et qu'est-ce qu'il te dit à ce moment-là à toi. Parce que l'autre est un autre et en même temps, même si c'est ses blessures, on ne peut rien en faire, à moins que l'autre soit quelqu'un capable de dialoguer et de savoir lui aussi où sont ses blessures, savoir quoi en faire. Dans ce cas-là, c'est différent. Ouais. C'est rarement le cas dans un groupe, à moins d'être dans un groupe de psy où j'espère qu'on est tous comme ça quand on est heurté, parce qu'autrement, ça m'inquiéterait un peu. Mais autrement, si tu n'es pas dans un groupe entre psy, ça fonctionne comme ça. Mais entre psy, tu vois bien, dans notre groupe, on sait très bien quand notre blessure d'abandon est heurtée, notre blessure de rejet est heurtée, et on le voit bien, ce qui se passe en nous. Normalement, on s'interroge, qu'est-ce qui se passe en nous? Et si tu as un psy en face, ben, qu'est-ce qui se passe en l'autre? Et là, c'est différent. Le groupe peut avancer parce que théoriquement, en décamp psy, tu es censé avoir été regardé dans ton inconscient. Oui, tout à fait. Ah oui, bah, c'est sûr que dans les groupes, je pense, dans lesquels ce groupe dans lequel tu te promenais, ils mettaient pas beaucoup de conscience, si tu veux, dans les processus de communication, etc. Donc, il y a des règlements de compte à OK Choral. Toi, tu es l'étranger qui arrive. Tu sais, dans la dynamique de groupe, on le sait, hein, celui qui Oui, arrive, il peut être bouc émissaire, enfin, etc. Des trucs comme ça. Toi, tu es différent. Bon, bref. Se rejouent des histoires comme ça. Si toi, tu as cette blessure, comme dit Anne-Marie, et cette blessure de rejet que tu traînes ou d'abandon, bah, ça va activer, si tu veux, voilà, la difficulté d'oser être toi, d'être intègre, ou d'en avoir rien à foutre de ce groupe-là et de dire, bon, bah basta, au bout d'un moment, au bout d'un an, je ne vais pas insister, tant pis pour la carotte, je vais aller voir ailleurs. parce que juste avant ça, j'ai fait l'expérience, avant la formation, on m'a proposé un travail dans un hôtel.
Je travaillais dans un hôtel, même un hôtel assez luxe à Albi. Et puis, le directeur, il voulait m'embaucher. Mais un jour, il m'a fait des reproches par rapport à mon aspect culturel, tout ça. Il m'a dit, mais ici, on n'est pas au Kurdistan, on n'est pas en Irak, en Iran. D'ailleurs, il m'avait même proposé, je travaillais 6 mois là-bas, il m'avait même proposé un contrat avant que je fasse l'école de médico-psychologie. Là, je lui ai claqué la porte. Je l'ai attrapé directement, sans la violence, mais je lui ai dit, c'est ce que je pensais. Je lui ai dit, vous savez, vous n'êtes pas mieux que les Iraniens et les Irakiens, vous vous prenez pour qui? Et puis, il m'a dit, ben, de toute façon, je vous ai proposé un contrat. Je lui ai dit, vous gardez votre contrat pour vous. J'ai fini mon stage dans un mois et je partirai. Je ne souhaiterais plus vous revoir. J'ai claqué la porte, je suis parti, je lui ai même pas dit au revoir. Et après, quand je suis arrivé à l'école à l'école d'AMP, je me suis dit, je ne vais pas faire la même chose qu'à l'hôtel. Voilà, donc j'ai accepté un peu. Oui, c'est intéressant ton parcours, hein, de voir comment tu t'es dit, je ne vais pas à chaque fois me faire exclure, Voilà, discrimination raciale ici, tu vois. Et donc, je vais faire des efforts d'adaptation. Mais bon, là, ça s'est bien terminé pour toi. Mais posez-vous la question quand même, jusqu'où parfois vous restez trop longtemps dans des systèmes qui ne vous correspondent pas euh, et de s'enfermer là-dedans, tu vois. Parce qu'à un moment donné, ça peut être vraiment lourd, quoi. Là, ça s'est bien oui, fini, oui, heureusement, mais oui, oui, tout à là, fait. il reste des années qui vont s'épuiser, ils vont se faire vont vraiment se ruiner à faire des efforts d'adaptation. Oui, tout à fait. Ça demande beaucoup d'énergie en tout cas. Oui, en tout cas, pour moi, c'est juste examiner l'endroit où on croit bien faire en se disant, il faut que je fasse des efforts parce que sinon je vais me faire rejeter. Et ça réactualise des blessures de rejet, effectivement. Et en même temps, je dois être acceptée de ce groupe, je dois être acceptée de ce compagnon, si c'est sur la relation amoureuse, je dois faire des efforts, des efforts. Et à un moment donné, vous vous perdez. Moi, je travaille sur la relation amoureuse, c'est comme ça qu'on se perd dans le lien, en fait. On se perd à vouloir trop être aimable, à vouloir trop donner satisfaction à l'autre, à se suradapter. Et c'est comme ça qu'on se perd complet. Pas que l'intégrité, hein. On perd vraiment de l'énergie, on se perd totalement en fait là-dedans. On se perd dans la fusion, on se perd dans l'adaptation. C'est assez malsain. Oui, Vous m'entendez? Non, oui, parfait. oui. Oui. C'est juste voudrais- je- un peu plus de conscience sur ces processus pour moi. S'il y a des questions, je voudrais intervenir un peu, s'il vous plaît. bonjour Yannel. Bonjour. Donc, Ganaël, psychanalyste et musicothérapeute, par rapport à tout ce qui a été dit, c'est très, très intéressant. Et je voulais juste faire part de ce qui se passe en atelier de groupe, en musicothérapie. Tout à l'heure, vous aviez parlé, Véronique, de l'improvisation. J'anime des groupes en musicothérapie avec des personnes qui ont des troubles psychiatriques lourds. Et dans un des groupes, j'ai 2 personnes qui sont autistes. Et j'utilise souvent les sons des personnes. Il y a des personnes qui sont non-parlantes, la plupart d'ailleurs sont non-parlantes. Et elles ont parfois des stéréotypies, elles bougent ou elles ont des bruits de bouche, des bruits de main. Et c'est souvent très cacophonique. Et je laisse chacun dans son temps, dans son silence et dans son bruit. Et on peut comme ça ainsi entendre chacun. Et au bout d'un temps, on peut constater que tout le monde s'aligne en fait. Il y a une harmonie qui se fait, c'est assez impressionnant. Et les 2 personnes autistes se mettent en lien. J'en ai une, par exemple, qui va avoir des balancements et je lui propose le balafon et elle va faire un rythme sur le balafon. Et l'autre, donc c'est un monsieur, lui, il a des stéréotypies où il va taper avec le doigt, mettre les mains comme ça, taper, mettre les mains. Et c'est un peu cacophonique. Et à un moment donné, ils s'accordent ensemble. Je lui mets des maracas et c'est vraiment impressionnant. Et voilà, je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir des lieux comme ça, que ce soit le théâtre, ou la musique, le chant, de s'accorder des temps où on est en groupe, où on peut être soi, chacun est lui-même en fait. Et
comme disait Jules Verne, en fait, si on met deux bateaux à des pôles extrêmes de la Terre et que si on enlevait le vent, la mer, euh, les courants marins amenaient les deux bateaux à se rejoindre. Quel que soit le temps que ça prenne, ça prendra, les deux bateaux vont se rejoindre. Et en musicothérapie, je fais un peu cette expérience-là, c'est-à-dire que chacun est dans son rythme, dans son... Et puis parfois, il y en a un qui va s'imposer un peu, qui va parler un peu plus fort, qui va faire un bruit un peu plus fort, et les autres vont s'accorder, et on arrive à quelque chose d'harmonieux. Alors harmonieux, bien sûr, on n'est pas dans un orchestre philharmonique, hein, mais il y a quelque chose qui se fait, et chacun va s'accorder, et il y a un langage commun au groupe qui apparaît, un langage corporel ou uniquement sonore. Et c'est très, très intéressant. Et dans tout ce que vous dites, voilà, ça rejoint un petit peu ça. C'est vrai que s'il y a un chanteur de jazz qui se met dans un groupe de hard rock, il risque de pas être entendu ou ça va pas s'accorder. Et c'est compliqué de se forcer à rester dans un style si on est dans un groupe qui veut jouer un autre style. Donc effectivement, on perd du temps, de l'énergie et de la patience. Et au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence et trouver son groupe, celui qui nous correspond. Mais c'est bien aussi de s'essayer, de s'expérimenter et d'avoir cette confiance en soi, du coup, qui peut s'élaborer avec le temps, en construisant quelque chose de commun, en fait, dans la co-création. Je vais vous remercier vraiment tous. Je vais devoir vous quitter. Et merci vraiment pour toutes ces interventions. Je voudrais quand même rebondir sur ce que tu viens de dire, peut-être Oui, juste avant que tu quittes. C'est qu'effectivement, il y a une magie du groupe qui s'opère quand tu sais que le groupe, c'est comme une petite famille. oui, Ça renvoie à la famille. Et quand chacun dans ce type de groupe peut trouver sa place, c'est-à-dire, mais ça veut dire que la condition qui les réunit, c'est la bienveillance. Et on s'accueille, on n'est pas dans le jugement que toi, tu fais une note fausse, que tu n'es pas dans la chorégraphie, que c'est dissonant. Et donc, il y a cette bienveillance dans la musicothérapie ou dans les groupes que j'anime, dans le tantra, etc., où on peut fabriquer une magie avec que chacun, comme chaque membre de la famille, a sa place de fait, parce qu'il est accueilli par tous les membres et par les animateurs. Et alors, à ce moment-là, chacun peut jouer sa note qui lui est propre, sa singularité, sa note. Et les petits, les grands, les moyens, ceux qui jouent bien, ceux qui jouent faux, et tout le monde a sa place. Et c'est là où il y a la créativité et la magie qui s'opère, parce qu'il y a cette bienveillance de fait, cet accueil, où on est content que chacun soit à sa place, en fait, prenne sa place dans ce groupe, tu vois. Et c'est parce que ces conditions de bienveillance et d'accueil sont là. Dans les groupes de Kamal de tout à l'heure, ces conditions ne sont pas réunies. On est dans un objectif professionnel. Bon, on va avoir des luttes de pouvoir, un objectif à atteindre, etc. En entreprise, c'est pareil. Donc, tu vois, c'est aussi parce que tu mets les conditions en tant qu'animatrice que cette magie s'opère. ah, mais ça n'empêche qu'il y a des groupes où il y en a qui ont des gros. Il y a une batterie, hein, qui fait fort et tout ça. Donc parfois, ça prend plusieurs séances pour que chacun s'ajuste quand même, hein. Il y a toujours des moments où il y en a un qui va vouloir prendre le dessus. Conditions pour que ça se passe bien, des conditions sécuritaires pour que, au final, petit à petit, chacun se lance et se dise, bon, bah oui, alors lui, il prend de la place, un peu plus de toi. Comment le groupe va s'ajuster avec une forme de créativité et d'ajustement. Mais oui, c'est parce que tu places les conditions. Ça, c'est important de le voir. Tous les groupes ne sont pas égaux. Là où vous avez le plus de sentiments d'être rejeté ou de déplaire, de vivre des choses comme ça, c'est parce que les conditions ne sont pas sécuritaires. Ça C'est manque de ça. bienveillance, ça manque d'accueil, il y a beaucoup de jugement, il y a des enjeux de pouvoir. euh, voilà, il y a des gens qui veulent bien faire, qui veulent tout savoir, qui veulent avoir raison. Et ça ne peut pas s'opérer de cette manière-là. Ça, c'est pas possible. Il faut mettre C'est les ça. conditions en place pour qu'une magie et que la créativité s'opère. Et notamment, c'est la sécurité qui va créer tout ça, hein, mais mettre les gens en sécurité. Et c'est important d'en faire l'expérience, quoi, que ce soit dans un groupe de théâtre ou autre chose, hein, mais de participer comme ça ou du sport collectif. Et c'est bien, Ouais. parce que ça permet justement d'avoir conscience de ce qui peut se jouer, conscience de nos failles, de qu'est-ce qui va pouvoir nous troubler, nous atteindre. Et après, dans le quotidien, on va peut-être perdre moins de temps et moins d'énergie, justement, dans des situations non constructives, en fait. Donc, tout ça, c'est très intéressant. Et c'est en ça que c'est thérapeutique aussi, ces groupes où on peut se proposer en expérience, en fait, de s'expérimenter soi-même. Et c'est révélateur. En tout cas, voilà, merci beaucoup pour votre intervention et pour cette communication avec Anne-Marie. Et je vous dis vraiment au revoir à tout bientôt. Très vite, Yanaël. Au revoir.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais lire un truc. Alors, allez-y, parlez. Il y en a Ah, attends, beaucoup. il y avait une question là dans Moi, le j'ai- chat. Alors, j'ai Pas une sûr. question d'abord, juste par rapport à la musique et Mhm. par rapport à ce qu'a dit Kamal par rapport au groupe, parce que moi, je ne suis pas d'origine étrangère, mais j'ai fait exactement la même observation, en fait, dans plein de groupes, que ce soit des groupes d'amis ou que ce soit des groupes professionnels. Et je me demande par rapport à ce que j'ai trouvé ça très intéressant, ce que vous avez dit sur la musique, et je me demande si c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de gens en France qui n'osent pas danser et qui n'osent pas chanter. Enfin, moi, je suis très triste de ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, ah, mais non, je chante faux. Je dis, mais t'en fous, tu chantes, quoi. Enfin, il y a ton corps, il est là, il s'exprime. Et en fait, enfin, moi, je suis très frustrée par ça parce qu'il y a des personnes qui n'osent vraiment pas, dans ces moments-là, juste vivre, en fait. Enfin, j'ai l'impression, c'est mon sentiment, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez pu observer vous aussi, mais est-ce que justement, en fonction de... Parce que c'est pas les mêmes codes, justement, c'est pas les mêmes lâchages qu'il peut y avoir en fonction des différentes sociétés. Et moi, c'est quelque chose qui m'interpelle par rapport donc, à l'endroit où je vis. Et donc voilà, je ne sais pas si ça... Oui, Carrie, je vais juste te répondre 2 minutes, après je laisserai Anne-Marie. Mais ici, effectivement, tu as des groupes qui favorisent moins la sécurité, je vais chanter parce que ça me prend, j'ai envie de chanter spontanément et je vais me lâcher. Mais néanmoins, et moi je le fais, tu vois, dans des conférences, ça m'a pris d'un coup, je prends le micro, je vais vous chanter une chanson. Je chante, genre, si tu savais, je dirais Dorothée, tu vois. Bon, ou Annie Cordy. Bon, bref, peu importe. Mais ça ne dépend que de toi. Ça dépend de la permission. Oser être soi, oser être libre d'être soi, c'est la permission que tu vas te donner par rapport à ce qu'on t'interdisait enfant, parce qu'on te disait ne chante pas faux, ne dis pas une bêtise, ne fais pas, fais correct, voilà, fais correct, fais bien, ne fais pas n'importe quoi avec n'importe qui. Et donc là, du coup, il y a cette injonction qui réapparaît quand tu dis je ne m'autorise pas à chanter ou à me lâcher, alors que peut-être je chante pas si bien que ça, mais on s'en fout. Et donc, il va y avoir une permission à te donner, mais j'autorise mon enfant spontané, mon enfant libre à être aux commandes parce que ça me fait plaisir dans ce groupe-là d'être moi. C'est pas très dangereux en fait. Tu vois? Sauf si tu es dans un groupe de terroristes où tu te dis, putain, c'est pas le moment de chanter, on va peut-être faire autre chose. Tu vois. Mais sinon, c'est toi qui vas décider avec ton moi adulte, qui va évaluer si tu peux laisser ton enfant libre aux commandes à ce moment-là pour chanter comme tu as envie de chanter. Vrai ou bien ou mal, on s'en fout. C'est une décision interne en fait. Donc c'est un travail sur les permissions. Oui, mais je suis complètement d'accord avec ça. Enfin, moi, justement, je chante quand j'ai envie de chanter et je danse quand j'ai envie de danser. Mais je trouve que c'est vraiment fréquent. Enfin, comment dire, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, enfin, je trouve. Enfin, moi, j'ai croisé plusieurs amis qui sont vraiment en difficulté ou des gens avec qui on ne peut pas du tout danser, mais danse comme tu danses, en fait. Enfin, D'où l'alcool et tout ça pour se désinhiber dans les soirées, etc. C'est fait pour ça, parce que les gens sont inhibés, mais ils sont inhibés parce qu'ils veulent plaire et parce qu'ils ont été dressés. La société nous dresse et nous éduque à plaire en ayant des bons comportements, des bonnes attitudes. Et donc, tout ça n'aide pas. Donc, c'est pour ça que les adultes, après, font souvent un travail de thérapie ou d'analyse ou ce que tu veux, pour retrouver la spontanéité et l'anti-dressage avant qu'on les dresse. Donc, se donner ces permissions pour retrouver cette joie d'être toi, de chanter si tu as envie de chanter, de danser si tu as envie de danser. Et que c'est pas si, j'ai dit tout à l'heure, faites l'expérience, ce n'est pas si dangereux que ça. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, dans certains groupes, vous n'allez rien, arrive à rien vous arriver de prendre le micro et de dire, oh, j'ai envie de vous chanter une chanson. Qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? Il va rien arriver. À part qu'on m'a dit, oh, tu chantes faux. Bah, moi, très bien, je chante faux, je le savais déjà. Ceci n'est pas grave. Mais moi, je me suis fait plaisir à chanter ma petite chanson. Voilà, par exemple, danser, etc. C'est une invitation en tant qu'adulte à revenir aux, aux permissions, c'est-à-dire euh, à la sortie du dressage dont vous avez dû, voilà, vous êtes formaté, parce qu'on est tous formatés par l'éducation, par les adultes qu'on a rencontrés. Et c'était Jésus qui disait, je crois, redevenez comme des enfants, le royaume des cieux dans celui qui sait redevenir comme un enfant. L'enfant qui s'émerveille, l'enfant qui est spontané, l'enfant qui est innocent, l'enfant qui ne sait pas, voilà, l'enfant qui est juste libre d'être dans l'instant, dans ce qu'il traverse en fait.
L'enfant qui veut attraper un ballon comme si c'était la lumière. Oui, c'est poétique, mais c'est ça. Sinon, il n'y a pas d'émerveillement dans le dressage. Si tu es trop pris par oh, j'ai pas le droit de chanter, je suis inhibé, j'ai pas le droit de danser, j'ai pas le droit de, je vais dire une bêtise, bon, bref. Oui, ta part enfant qui est poétique et ouais, qui est poétique, créative, intuitive, où est cette magie, quoi? Elle est enfermée. Souvent, l'enfant intérieur, il est bâillonné, il est à la cave, il est bâillonné, il n'y a pas d'énergie, quoi. Et le Ça tien, veut Pour autant, je vais juste à mon phrase, ça ne veut pas dire qu'il faut que votre enfant intérieur il soit complètement aux commandes et je fais ce que je veux quand je veux, nananaire. Pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est l'adulte qui laisse l'enfant intérieur, l'enfant libre s'exprimer. Alors, c'est quand même différent, hein. C'est pas je ferai tout ce que je veux tout le temps. Non, c'est pas ça du tout. Tu veux en dire quelque luttant chose? la- oui, on va terminer en chanson tout à l'heure, Véronique, t'inquiète pas. On a une ou deux là dans le truc. Moi, je suis prête, hein, je m'en fous. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Ça fait partie. Moi, mon enfant intérieur, il va très bien. Je lui prends la main délicatement et je l'accompagne. Je m'en fous, ça fait rire tout le monde. Alors, je vais me passer un peu au truc de la femme parce que je pourrais pas autrement, on pourrait pas être deux femmes sans lancer à ça. Et j'avais écrit un texte sur Facebook que je vais le lire, puis comme ça, on va terminer avec enfin, on va en parler un petit peu et ça va peut-être faire bouger les hommes qui sont présents ici. C'était suite à notre discussion la dernière fois. Alors, dans une société où il ne faut rien dire, rien poster, de peur d'être jugé, que cela soit interprété, quelle femme est-ce que, je parle de moi là, je désire devenir? Ce qui est certain, c'est ce que je ne désire pas me cacher pour plaire à la majorité et je n'ai plus peur d'être jugée ni critiquée. Car si on regarde bien, au fond, on critique ce qui nous renvoie en nous quelque chose qui nous interpelle, qui nous heurte au plus profond de nous. Cette critique est, de mon avis, bien souvent un paravent que nous mettons en place pour nous protéger d'une explication qui pourrait bouleverser notre inconscient. J'adore être interpellée, ne pas juger, toujours me poser la question, si le jugement me heurte, que renvoie-t-il au fond de moi, ici et maintenant? Vous pouvez essayer si vous voulez, juste essayer, cela donnera peut-être un autre sens à votre vie, allez savoir. Je poste peut-être un peu trop ou trop peu, cela dépend de qui lit et ce qu'il ressent, mais je m'en fous. Car ce que je fais me ressemble et est complètement assumé. Je n'ai plus besoin de plaire ni de satisfaire un autre, même si je garde comme principal moteur ma plus profonde humanité en toute humilité. J'aime les relations humaines et c'est un choix qui me fait découvrir au gré de mes rencontres la plus belle des émotions, celle d'accepter d'être surprise encore et encore. J'aime découvrir et écrire, bien sûr. J'aime découvrir et écrire, et bien sûr que mes posts sont des réflexions, des tranches de vie glanées ici et là, et la mienne inclus. Quelle femme désirez-vous devenir? Belle question, à chacun sa réponse, mais le principal n'est-il pas en première intention d'assumer qui nous sommes? Être celle qui joue aux billes, qui éclate de rire facilement, qui écrit son livre et qui arrête pour faire autre chose, celle qui hurle pour rien, parfois hystérique, mince, DSM5, tu vas me cataloguer, haha, et Freud va se retourner dans sa tombe. Accepter de ne pas avoir été une maman idéale, mais une maman qui a fait ce qu'elle a pu, être une femme dans toute sa splendeur et dans ses faiblesses, et ne rien exiger des autres que je ne puisse d'abord me donner. Écouter pour comprendre et apprendre et grandir encore. Et m'éloigner le plus possible de tout égocentrisme, même si j'en comprends le sens. Préférer le nous au moi-je, sans pour cela oublier qui je suis, bien évidemment. Dépouiller son ego, sans avoir peur du regard de l'autre et ressentir au fond de ses tripes sa plus profonde vérité, authentique et sincère, la liberté d'être soi. Être heureuse d'être imparfaite et parfois complètement dérangeante. Ce qui m'anime, c'est le lien humain. L'humanité me bouleverse, me donne le reflet miroir d'être soi parmi les autres, avec bienveillance et tendresse. Dans cette vie où les émotions sont devenues un gros mot, moi, je les adore. Quelle femme désirez-vous devenir dans la liberté d'être soi? Bah oui, c'est joliment dit. C'est toi. C'est moi, c'est moi et c'est moi. Et c'est moi, et c'est peut-être beaucoup de femmes aussi qui ont envie de dire ces choses-là, ou beaucoup d'hommes à leur façon, et qui n'osent pas le dire, et qui n'osent pas le vivre, et qui n'osent pas le ressentir, de peur, comme tu dis, du jugement de l'autre, de peur de ne pas accepter leur enfant intérieur. Cette liberté d'être soi, quand on va du soi à soi, on peut aller du soi à un autre, parce que ce qu'on va rechercher, ce qu'on va envoyer à un autre à ce moment-là, on ne va pas chercher son approbation, on ne va pas chercher son autorisation, on va chercher qu'il prenne quelque chose de ça, qu'il nous le renvoie avec un complément qui va nous intéresser, nous interroger et nous faire devenir ensemble sur ce lien humain qui fait chaîne. C'est comme ça que je vois. On ne peut pas être soi seul.
on a besoin de l'humanité, on a aussi besoin de l'autre, mais pas pour nous remplir, pas pour une complétude, parce que pour moi, personnellement, je pense qu'il faut accepter son vide, la complétude. Après, on rentre dans la fusion et on a tout, et ça, c'est quelque chose d'impossible. On en avait parlé d'ailleurs du vide la dernière fois. Mais ce regard que l'on va avoir dans ce lien humain, il est là pour nous enrichir et nous faire grandir. Il n'est pas là pour nous remplir, il n'est pas là pour nous autoriser non plus. Et on n'est pas là pour l'autre pour l'autoriser et le remplir non plus. On est là aussi pour faire grandir les autres. Alors, grandir, je n'utiliserai pas ce mot. Tu vois, pour une fois, on n'est pas d'accord. Trouve un autre, parce que si ça se trouve, il va vous dire exactement la même chose. Je n'aurais pas dit ça. Mais pour moi, il y a vraiment comme un jeu d'interaction. Effectivement, tu as dit, je suis assez d'accord avec ça. Si je suis authentique avec moi-même et que je suis dans la solitude, bon, bah ok, mais c'est comme si le jeu de la vie qui me traverse se joue à travers moi et moi et moi. Donc à un moment donné, je vais vite être un peu limitée. Alors que le fait de la rencontre à 2, à 3, à 10, en groupe, avec les multiples, peu importe, mais déjà, face à l'autre, il va y avoir un échange, il va y avoir une interaction qui va effectivement c'est comme un jeu, c'est comme une danse en fait. Et d'un coup, il va y avoir quelque chose qui va se passer en face, qui va résonner ou qui va être harmonieux ou disharmonieux. Euh, mais il va y avoir quelque chose de l'ordre de l'échange et du partage en fait. Qu'il n'y a pas quand tu es tout seul. À un moment donné, et on le dit souvent, les gens ils viennent me voir souvent en consultation parce qu'ils ont la joie à partager, tu vois. Ça amplifie le fait de vivre, tu contemples un paysage et d'un coup, tu as quelqu'un avec toi. Il y a quelque chose qui amplifie l'émotion. Donc, il y a comme un jeu de résonance dans l'interaction que tu ne trouves pas dans la solitude. Pour autant, oser être soi face à l'autre, c'est aussi se connaître, c'est beaucoup se connaître, savoir qu'est-ce qui fait que toi, c'est toi. Tu vois, là, c'était un texte qui te décrit toi. Moi, j'aurais pas du tout écrit ça comme ça. J'aurais mis d'autres mots avec mon style, déployé d'autres choses. Et chacun, si vous commencez à vous interroger, c'est quoi ce moi qui est fait de quoi dans ma singularité, vous allez trouver des choses qui vous caractérisent et qui sont extrêmement différentes des autres. Euh, voilà. Donc, il y a ce jeu d'oser être soi face à l'autre et de mieux se connaître et en étant beaucoup plus libre du jugement, hein, ce que j'ai décrit, qui est un parcours, une intention de se libérer du carcan de la réputation, du jugement, de plaire, plaire, plaire. Ça, c'est une chose. Mais j'irais peut-être un peu plus loin dans le sens qu'une fois qu'on a, enfin, en tout cas, je parle pour moi, une fois que j'ai fait ce travail de me définir, de mieux me connaître, et en même temps, on ne se connaît jamais vraiment et on ne peut pas non plus se définir de manière fixe parce qu'on est en mouvance les uns les autres. Et donc, en changeant tout le temps, on ne peut pas se catégoriser, se mettre, toi, ce moi qui est comme ci, comme ça, je suis une femme et je suis une femme libre et je suis une femme, je sais pas, qui fait tel métier, qui s'appelle comme ça, etc. Donc, cette catégorie, cette classification de qui vous êtes, elle peut être intéressante sur un certain point pour mieux vous connaître. Et à un moment donné, j'en trouve la limite de ce truc-là parce que, de nouveau, ça renforce l'ego. Je suis comme ci, je suis comme ça, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça. Je dresse mon portrait robot et je me définis dans un cadre. Et du coup, je peux, en étant étiquetée comme ça ou en m'étiquetant moi-même, alors à ce moment-là, je ne me donne pas la possibilité d'être tout, c'est-à-dire d'être tout ça et rien de tout ça à la fois. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, et ça on va le trouver dans la spiritualité, c'est à un moment donné, il reste je suis, juste je suis, être. Pas je suis quelqu'un, je suis une femme qui s'appelle Véronique, qui fait ceci. Ça, c'est l'histoire du personnage. Mais à un moment donné, c'est pas, et je sais ci, et je sais pas ça, et je me décris comme ci, et patin, patin, et blabla. À un moment donné, c'est pas très intéressant parce que sur un certain plan, c'est intéressant, puis à un moment donné, il faut lâcher cette affaire, je trouve, pour être beaucoup plus dans, eh ben voilà, je suis juste vivante, la vie me traverse, elle me traverse sous cette forme-là, à l'instant T, et l'instant d'après, moi, j'en sais rien, il se passera certainement autre chose. Et je ne veux pas saisir quelque chose, parce que me définir, me catégoriser et classifier, ça enferme toujours. Il y a quelque chose de l'ordre de la saisie qui peut, à un moment donné, être enfermant. Et pour autant, c'est intéressant de le faire aussi. C'est intéressant de se cerner, de se connaître, de se classifier, moi, j'ai même travaillé sur les profils de personnalité. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément.
jusqu'à un certain point où ça peut être intéressant d'aller dans le dépouillement. Voilà, il y a les deux à la fois. À la fois, je peux mieux me connaître, mieux me cerner, et à la fois, à un moment donné, il y a peut-être un temps où on peut se dépouiller de tout ça et d'aboutir sur je ne sais pas qui je suis, je ne suis pas, je suis rien de tout ça et je suis tout ça à la fois. Voilà. Oui, mais dans le lien humain, tu recherches ça aussi, en fait. Moi, je parlais dans le regard de l'autre, pas pour se définir, surtout pas la définition dans le regard de l'autre, c'est surtout pas ce que je vais chercher. Je vais chercher l'interrogation qui ne va pas m'aider à me définir, qui va m'aider à aller dans mon inconscient, à me connecter, comme tu avais l'air de dire, un petit peu, à trouver la lumière qui est en moi. Enfin bon, ça paraît un peu trouver mon unicité avec le monde, c'est ce que je cherche dans ce lien humain, c'est ce qui est émotionnel. Je ne cherche pas à me définir en tant que personne, ni physiquement, ni mentalement, ni rien du tout. Je ne cherche pas qu'ils me disent si je suis d'accord ou pas. Je cherche à sublimer quelque chose qui m'appartient. Je suis plutôt là-dedans. Alors, quand je dis grandir, c'est grandir de soi, c'est pas grandir, c'est faire entre son enfant intérieur et l'adulte qu'on est devenu. C'est grandir, c'est toujours apprendre, mais pour soi. C'est simplement, c'est quelque chose de très intérieur en fait. C'est pas à définir, c'est pas à catégoriser, c'est pas pour dire si c'est bien, si c'est mal. C'est pas surtout pour me dire si je suis bien, si je suis belle, si je suis moche, si je suis conne. C'est pas du tout ça que je cherche dans ce lien de l'autre, hein. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, tu le dis avec d'autres mots, Ouais. mais Voilà, je sais. Mais la je dis même la même chose que toi, voilà. Mais toi, tu disais qu'en fait, il fallait pas regarder ça. Moi, voilà, je te dis que moi, en fait, c'est pas ça, je regarde. En fait, tu as raison. Je regarde pas voilà, faut être comme ça, non, je vais chercher autre chose. Dans ce lien humain, la profondeur de l'échange, je vais chercher la profondeur chez l'autre, en fait. Ce qui est mais la superficiel, ça ne m'intéresse pas. certainement à te sentir vibrante ou vivante au monde Vivant, dans si, cet espace particulier à cet instant T avec cette voilà, personne-là. Quelque chose voilà. qui va vibrer ou qui va résonner dans une note harmonieuse ou pas, mais il y a quelque chose de vibrant dans l'échange, qui s'amplifie d'ailleurs dans l'échange, que tu as moins dans la solitude. Pour autant, voilà, ça peut être intéressant de trouver l'intensité aussi dans la solitude. Mais, euh, mais oui, je pense que dans ton vocabulaire, peut-être, moi, j'aurais rajouté le côté et ça me fait vibrer. Ça me fait vibrer, ça me rend vivante. Alors évidemment, tu l'as peut-être pas avec tout le monde, hein. Il y en a que avec qui ça te rend pas vivant et ça te fait pas vibrer. Évidemment, on peut pas être tout le temps dans ce lien, mais il y a des personnes avec qui ça te rend vivant et ça te fait vibrer et ça te fait sublimer et ça te fait, tu as ce sentiment d'unicité au monde, d'être, au bon endroit au bon moment et dans les relations humaines, c'est ce que je vais chercher. Les relations sont souvent où il y en a pas, où elles sont très intenses. Ouais. Ok. Quelqu'un veut parler? T'es prévenue, Véronique. Quelqu'un veut dire quelque chose? Je vois que Céline est morte de rire. Vous pouvez parler, les filles, hein. Moi, j'avais posé une question à Véronique Cohn, mais par le chat, au tout Et début, en fait. ouais, on va la reprendre, ta question, elle est là. Le dépouillement de l'ego, est-ce que c'est... Alors, tu peux la lire, maintenant, je ne vois En pas fait, tout. j'ai été déconnectée, donc je l'ai plus sous les yeux. Alors, le dépouillement de l'ego, est-ce que ce n'est pas justement capter la vie qui passe en nous et la suivre? Alors, il y a un truc que j'arrive pas à voir. Et être limité à son service inconditionnellement sans la juger. Et Comme la... limite, pas être limité, être limite complètement au service de la vie et des choses qui passent à travers nous. Il faudrait peut-être la relire. Je comprends pas bien, là. Qu'est-ce que Ouais. tu... C'est quoi ta Si, question? elle veut dire que quand elle est complètement dépouillée, en fait, quand elle a plus d'ego, est-ce qu'elle est en unicité, en fait, avec toutes les émotions, avec toutes les sensations, avec l'ego dans la question, est-ce qu'il empêche justement ce lien au monde, en fait? Donc, le dépouillement, est-ce qu'il autorise ce lien au monde? Moi, je ressens ça comme ça. Je ne sais pas ce Est-ce que que vous avez voulu. Ouais, c'est ça. Est-ce que le dépouillement de l'ego, c'est quand justement la vie passe en toi et qu'en fait, tu peux même être surpris par ce qui se manifeste en toi et ça correspond pas forcément à ce que tu as reçu, à ton histoire, à ton éducation, à ce que tu as vu en fait socialement. Et du coup, bah, limite, servir ça de manière assez enfin, inconditionnelle et être surpris en fait par cette vie. Tout à fait, parce que c'est alors, une des définitions du dépouillement de l'ego ou du moi, ou de l'enfant moi, c'est pareil, c'est quand il n'y a pas de pensée. Il n'y a pas de pensée. Donc on ne peut pas ne pas avoir de pensée, mais quand il y a moins de pensée, voire plus de pensée, à un moment donné, tu peux être surprise. Les enfants le font très bien, hein.
La surprise apparaît, la curiosité, la surprise, parce que les pensées ne sont moins, les croyances limitantes ne sont pas présentes, tu n'es pas sûr que tu as ton raisonnement, enfin, voilà, les peurs disparaissent, parce que les pensées, les formes mentales de ton champ de conscience disparaissent. Et là, effectivement, il y a quelque chose de différent qui apparaît. Mais c'est très compliqué pour nous, les adultes, de ne pas avoir de pensée. On est complètement obstrué par l'agitation mentale sans cesse, hein. Et il n'est pas question de dévirer les pensées, c'est plus de les voir et parfois de laisser des failles. Et qu'est-ce qui se passerait si j'arrêtais de penser et de savoir, hein? C'est souvent, on dit comme ça, les enseignants spirituels, ils disent ramener à je ne sais que je ne sais rien. Je sais que je ne sais rien. Je ne sais rien. C'est qu'une histoire de croyance, je ne sais rien. Et donc, si tu vois comme un enfant, je ne sais rien, j'ai pas d'a priori, j'ai pas de, je ne sais pas. Et donc, d'un coup, la surprise peut apparaître. Évidemment, ça va se rétracter. Tu ne vas pas rester ouvert dans des fenêtres ouvertes comme ça. L'ego va reprendre le dessus avec tes pensées, avec voilà, les conditionnements, etc. Mais peu importe, il peut y avoir des failles comme ça, des failles d'ouverture. C'est souvent la grâce qui apparaît dans ces moments-là, parce que tu es comme un enfant qui se surprend à découvrir le monde, comme si, souvent je donne cette image, je dis, et si tu atterrissais sur Terre juste maintenant, que tu n'appartenais pas à cette espèce, et que d'un coup, dans l'instant T, faites-le, là l'exercice en même temps, d'un coup, tu atterris sur Terre, tu n'as jamais été un humain, tu n'es jamais né, et tu arrives ici sur Terre, et tu es ébahi en fait. Tu dis, oh, c'est quoi ce plan? J'ai des pensées, j'ai un corps, c'est quoi qui est là? Qu'est-ce que je fais là? Tu vois, il y a comme une intensité qui apparaît parce que tu ne sais rien. C'est Un jour, intéressant. un jour, ça me fait beaucoup penser à quelque chose que j'ai lu, alors je sais plus où, mais et qui m'a fait comprendre énormément de choses dans ma propre analyse des fois déjà et avec mes patients aussi. C'est que quand on ose sortir de l'ego, on laisse entrer l'âme. Et en fait, ben c'est un peu ça quoi. Quand on sort du carcan de l'ego, on ressent, on se laisse porter par l'intuition, par l'émotion, et c'est ça en fait. On ose ne plus rien planifier, ne plus rien organiser, ne plus rien maîtriser. Et c'est là où on est surpris par la beauté des choses, par l'échange, ce que disait Anne-Marie, la profondeur de l'humain, de l'échange et l'âme, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve ça vachement beau et c'est un peu très spirituel, hein. Je suis un peu perchée là, mais, euh, mais voilà, la liberté d'être soi, en fait, c'est la liberté de vibrer, quoi. Mm. Alors, c'est des petits moments, hein, ça ne peut pas être toute Oui, la oui. journée comme ça, hein. C'est très ponctuel, quoi. Genre, bon, mais des fois, ces moments, ces brèches sont intéressantes. Vous pouvez vous donner ces directions de temps en temps. Et si j'atterrissais sur Terre et que je ne savais rien de rien et que je ne connaissais rien, ou si j'arrête de faire des efforts en pensant avant de faire des efforts. Donc, tout ça, ça peut mener à des brèches. Bon, voilà. Après, c'est pas toujours magique, c'est pas toujours intense, c'est pas toujours exceptionnel, parce que après, il peut y avoir une addiction à ces moments de grâce aussi, hein, et de les rechercher et de se dire, tiens, bon, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt non plus. La vie est duel, hein, donc il peut y avoir des moments super intenses et super extraordinaires et des moments qui sont pas du tout extraordinaires. Et c'est OK, hein, ça fait partie de la vie. Mais du coup, c'est quoi soi? Parce que dans ces moments-là qui sont très ponctuels et qui, moi, me sont arrivés il n'y a pas très longtemps, et c'est vraiment ça, enfin, ça file, c'est quoi la différence entre justement cette vie qu'on sent en nous et où on est surpris et bah, soit, je sais pas, si c'est soit l'ego, je sais pas, parce que moi, je ne suis pas psy. Et du coup, c'est quoi la différence? Bah, Enfin, il y a une différence? Qu'est-ce que c'est? Euh, L'ego est constitué, dans la définition que moi je donne, des pensées, des émotions, des sensations du corps, et voilà, des représentations, des images, des concepts, ça c'est les pensées, etc. Voilà, ça c'est ce dont est constitué l'ego, avec une histoire dans le passé et le futur, une histoire dans la temporalité. Voilà. Euh, L'inverse de l'ego, c'est-à-dire ce qui perçoit tout ça, ce qui perçoit tout ça, c'est le soi avec un grand S.
Donc, ce qui perçoit n'est pas les objets, c'est-à-dire les pensées. Le sujet qui perçoit n'est pas les objets qui sont les pensées, les expériences. Une expérience est un objet, une sensation, une image. Voilà. D'accord. Donc, ce qui perçoit n'est pas ça, n'est pas l'objet. Le sujet n'est pas l'objet. Donc, ce qu'on fait en méditation, hein, Ok. qui est celui qui perçoit tout ça? Alors là, tu arrives dans l'être. Et donc, il peut y avoir des moments, parce que je parlais de ces moments de brèche, quand je sais que je ne sais rien, à ce moment-là, il peut y avoir des moments comme ça où vous êtes dans la réalisation du soi, ça peut, c'est pas une obligation, et où vous êtes juste celui qui vit l'expérience sans être pris par la saisie d'un objet. Je ne suis pas en train de penser le truc. Par exemple, le danseur devient la danse. C'est un exemple facile à comprendre, ça. Quand le danseur devient la danse. Donc, à un moment donné, vous disparaissez, le moi disparaît dans la danse. Vous ne savez plus pourquoi vous faites ce mouvement. Il n'y a plus personne, en fait, hein. Voilà. C'est des moments comme ça, d'ouverture. Ça te Parce, va comme réponse? parce que moi, dans ces moments de grâce que j'ai ressentis, j'ai l'impression d'être deux, en fait. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, comme j'explique comme je peux, hein. D'être deux, c'est-à-dire qu'il y avait la vie en moi qui me surprenait et justement ce soi qui percevait cette vie en moi, mais que c'était deux choses différentes, en fait. Je sais pas si c'est clair. Tu es témoin, tu avais l'observateur, c'est ça? Je suis témoin Ouais, de ouais, cette... ouais. Et que j'étais quelque part, c'était au soi de réaliser justement ces moments de grâce pour les faire vivre, quoi. Enfin, je sais pas. Tant que tu es dans l'observation, tant qu'il y a le témoin, il y a quand même quelque chose qui... ramener le témoin, le danseur ne disparaît pas dans la danse. Tu vois, le danseur devient la danse, c'est des moments de grâce où justement le moi se dissout. Des moments de brèche comme ça. Là, tu es témoin et c'est OK parce qu'on fait ça en méditation en pleine conscience. On dit restez le témoin de l'expérience, restez le témoin de vos pensées, restez le témoin de vos sensations. C'est une autre, euh, c'est autre chose. C'est intéressant aussi parce que ça t'amène, plus tu es témoin, à mettre de la conscience, que je disais tout à l'heure, mettre de la conscience sur tes croyances, sur tes représentations, etc. Et être moins prisonnier des conditionnements si tant est cela est possible. C'est pas toujours possible. Mais au moins de les voir. Ok, merci beaucoup.